Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV à la une de l'actualité. Forte pluie dans l'archipel de la Société. À Tahiti, Papara a été fortement touché ce mercredi. Par précaution, les établissements scolaires de la commune seront fermés demain à l'exception du lycée. Du travail pour ceux qui en veulent, c'est ce qui ressort du 15e Forum de l'emploi organisé par la commune de Haroué. L'occasion pour les scolaires de penser leur avenir professionnel et une opportunité pour les 400 demandeurs recensés par la municipalité. De l'emploi en Polynésie, nous en parlerons également avec notre invité, le président du MEDEF. Protection sociale généralisée, fiscalité des entreprises et perspectives économiques. Steve Amblin nous partagera la vision du patronat sur ces grands sujets. La santé des Polynésiens face aux maladies sera discutée demain et pendant 2 jours à l'université lors d'un colloque réunissant chercheurs, médecins et spécialistes. Parmi les thèmes abordés, la médecine traditionnelle à l'ère moderne, notamment durant la pandémie de Covid. Vigilance orange, forte pluie enclenchée dans l'archipel de la Société. Ce matin, les communes de la côte ouest de Tahiti ont été particulièrement touchées, et notamment celle de Papara. Des familles ont été évacuées et demain, les écoles et le collège seront fermés. On fait le point avec Samtei Naouré. Station Total, Papara, Landero. Ces images prises par des automobilistes montrent le niveau des inondations sur la commune de Papara en début de matinée. Rapidement, une cellule de crise a été déclenchée par la municipalité. Famille Marie-Thérami. L'instant, je sais pas. Je sais qu'on m'a dit. Ah, c'est pas toi qui es monté, ouais? On les a emmenés là, ici à la café. Non, c'est pas ça. Non, c'est. 2 familles ont été évacuées, soit 13 personnes qui seront provisoirement hébergées au réfectoire de la mairie. La commune a déployé quelques engins lourds pour curer les zones inondées. On a mis en place le 15, juste là à l'entrée de là où il y a la station Total. Et les caniveaux, ils ont été nettoyés là. Plus là au restaurant, l'hébergement de Kemwana, il y avait eu aussi un petit dégât là. Mais par contre, nous n'avons pas eu de blessés. Il n'y a pas eu juste le déplacement de ces familles pour pouvoir les héberger à un endroit sûr et mieux. Par mesure de sécurité, tous les établissements scolaires de la commune seront fermés demain pour limiter les déplacements sur la route et éviter la transmission de maladies par les crues de rivières et les eaux stagnantes. La commune maintient sa cellule de crise jusqu'à ce que l'alerte soit levée et appelle la population à la vigilance. Pas toujours nécessaire de quitter sa commune pour saisir une opportunité professionnelle. Les employeurs se déplacent parfois eux-mêmes. C'est le cas lors des forums de l'emploi organisés par les municipalités. Ce matin, Haroué réunissait 38 entreprises pour la 15e édition de cet événement dans la commune. Esther Paracord était sur place. C'est une aubaine pour ces collégiens et lycéens en voie d'orientation. Rencontrer des professionnels, discuter avec des passionnés, faire le tri parmi toutes les formations, c'est enrichissant et ça permet de trouver le métier de ses rêves. Gendarmerie, plus précisément GIGN. La GIGN, c'est une unité contre le terrorisme. En avant la navigation à la voile. Parmi les visiteurs, quelques personnes à la recherche d'un emploi. De la cuisine, de tout ce qu'ils proposent. Après, on verra bien si on va nous prendre. Mais lorsque les établissements scolaires quittent le forum, il n'y a plus grand monde dans les stands. Et pourtant, 400 demandeurs d'emploi sont enregistrés par la mairie de Haroué qui organise ce forum des métiers depuis 15 ans. Et parmi les intervenants, des entreprises qui recrutent. En Polynésie, il y a du travail. Il y a du travail pour tout le monde qui veut bien faire des efforts. Voilà. On va proposer bientôt des formations via le CMMPF ou l'IGSPF parce qu'on vient de créer le BPPES mention pirogue à voile. Quand on organise ces forums, on va dans les quartiers, on va à leur rencontre, ils viennent nous voir et à chaque fois on leur dit qu'on organise un forum au moins une fois par an. Pour les demandeurs d'emploi qui ont raté le coche, il va falloir attendre l'année prochaine pour rencontrer en un seul lieu les entreprises du Fénois.
Et selon l'Institut de la statistique, le marché du travail reste bien orienté au premier trimestre de cette année, tout comme la consommation des ménages. On constate néanmoins un ralentissement de la croissance de l'activité économique. En matière d'emploi, justement, un nouveau dispositif TIAMA a été mis en place. Des grandes réformes annoncées également par le gouvernement au volet fiscal et au niveau de la protection sociale généralisée. Qu'en pense le patronat? Élément de réponse avec vous, Steven Blin, président du MEDEF. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une nouvelle mesure d'aide à l'emploi, le dispositif TIAMA, qui a pour but d'encourager les entreprises à créer de l'emploi durable en les accompagnant à financer le coût du travail. Pensez-vous que cette mesure aura l'effet escompté auprès du patronat? Alors, c'est une aide qu'on ne peut pas évacuer ou qu'on va bien vouloir accepter. On ne peut que bien accueillir ce type d'aide financière. Après, on voit bien, notamment au travers du détail de ce qui nous est proposé, c'est qu'on vient forcer le CDI. Et c'est là où, en fait, on n'est pas tout à fait d'accord, parce que c'est la qualité de l'économie qui va faire que l'emploi va exploser. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que le gouvernement aussi s'intéresse à relancer notre économie, l'économie polynésienne. Et ça passe par 4 points essentiels. C'est ce qu'on a communiqué auprès des différents ministres et du président. Le premier, c'est que le trésor de guerre, qu'a le pays, 30 à 40 milliards, soit réinjecté au travers de la commande publique, au travers de grands travaux. Il faut créer du logement. Nous manquons de 500 logements à l'année pour nos jeunes. Également des grands travaux de transport. C'est lancé d'ailleurs, c'est annoncé de grands travaux sur les routes, notamment de Tahiti. Oui, alors des abribus, également des pistes cyclables, mais ce n'est pas ça qui va relancer l'économie. Pour nous, ce n'est pas suffisant. On veut également et on souhaite que l'administration soit modernisée, parce que l'entrepreneur aujourd'hui, il est bloqué par des procédures, comme vous le savez. La troisième chose, c'est qu'il faut s'occuper du social. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nouméa, où c'est le social qui va mettre l'économie à genoux. Et on ne veut pas, bien entendu, que ça arrive ici. Donc il faut des aides directes aux petites gens. Et au niveau, enfin, de la CPS, on connaît la situation de la PSG. Pour nous, il nous paraît évident que la taxe sociale soit remise en place, parce que sinon, demain, ce sont nos grands-parents qui ne pourront plus être soignés, ou tout simplement nos malades, et pieds pour les retraites. Alors justement, pour pallier à la suppression de la TVA sociale, la fameuse contribution pour la solidarité, des réformes annoncées au niveau de la PSG, désormais, tous les patentés devront notamment s'affilier au régime des non-salariés, y compris ceux qui cumulent patente et salaire. Une réforme présentée comme plus équitable par le gouvernement. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Oui, c'est-à-dire qu'avec la réforme de Mercadal, on vient faire payer tout le monde, notamment ceux qui ont beaucoup de revenus. Donc ça, c'est plutôt juste. Après, j'ai eu l'occasion, avec mon bureau, de m'ouvrir au ministre. Le problème, c'est que son budget reste malgré tout serré. Et la moindre vague qui viendrait de l'extérieur, et vous savez, qu'à l'étranger, la guerre se propage. Vous savez également que j'ai eu l'occasion de vous en parler, une récession est aujourd'hui naissante aux États-Unis et va certainement impacter les chiffres de la fréquentation touristique en Polynésie. Et on le voit déjà au niveau des hôtels, les annulations commencent. Donc la moindre vague qui viendrait de l'étranger ferait que là encore, la PSG serait en danger. Donc nous pensons réellement que cette PSG doit être fiscalisée, c'est ce que disent les spécialistes, et donc remettre la TVA, enfin la taxe sociale telle qu'elle avait été présentée par le précédent gouvernement. La TVA sociale qui a été fortement critiquée, qui justement a été supprimée à cause des fortes critiques qu'elle a suscitées. Vous pensez que ça ne demande pas du courage politique de remettre en place cette taxe ? J'ai eu l'occasion de le dire au président et à ses ministres, s'ils étaient d'accord avec nous sur ce que nous voyons arriver, on arrêterait de se disputer. Et on serait d'accord sur les mesures. Je pense que nous allons traverser des moments très difficiles. Tous les matins, les indicateurs tombent. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et au sujet de la PSG, avoir un budget aussi serré. Alors, vous disiez que la population pouvait à un moment donné avoir rechigné lorsque cette TVA, cette taxe a été mise en place. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de nos grands-parents, il s'agit de la santé de nos personnes âgées essentiellement, en plus des malades. Donc on doit tous quelque part y participer. C'était notre message. Justement, on parle de la santé des Polynésiens. C'est surtout la maladie qui pèse dans les comptes sociaux. Côté santé, les produits sucrés sont dans le viseur du gouvernement. Ça se traduira par une hausse de la TVA sur ces produits. Quel impact sur la production locale ?
Alors, le MEDEF a demandé à ce que le gouvernement s'attarde également aux produits salés, mais également aux produits gras. C'est dans les tuyaux. Oui, tout à fait, qui sont dans les tuyaux. Notre constat, il est assez simple. Effectivement, la vision du ministre Mercadal et du ministre Dexter est parfaite au sujet de l'amélioration et de la volonté d'améliorer la vie en Polynésie et la santé des Polynésiens en réduisant la consommation de ces produits sucrés et également en investissant dans la prévention. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est nous qui allons payer. Et donc, la question qu'on pose, c'est pourquoi le pays vient encore prendre l'argent des entreprises, mais également l'argent du peuple, alors qu'il dispose d'un trésor de guerre qu'il pourrait utiliser justement pour relancer cette économie. Donc nous sommes en attente de grands travaux. Nous espérons que le pays va investir dans le logement, également dans le transport, et c'est là qu'on va créer de l'emploi. Toujours au niveau de la fiscalité des entreprises, mais dans le secteur immobilier, cette fois, on annonce une baisse des frais de notaire. Pensez-vous que cela incitera davantage les Polynésiens à acheter ? Oui, si vous baissez le coût, forcément, ça va inciter les gens à investir. On va espérer également que le taux des banques puisse baisser notamment. Après, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle les prix sont aussi élevés, c'est que nous manquons de logements. Il y a à peu près 500 logements, 500 couples, 500 demandeurs de logements qui aujourd'hui ne trouvent pas chaque année, qui ne trouvent pas de quoi se loger. Donc il faut investir dans le logement, il faut que l'OPH construise plus de logements. Nous avons également une immigration de Nouvelle-Calédonie, de France. Donc tout ça fait que la population grandit, mais le nombre d'offres de logements n'est pas suffisamment forte, et ça fait forcément monter les prix. Donc il nous faut une commande publique, et ça je le répète, il faut que le pays investisse massivement et rende les taxes qu'il a perçues à la population. De gros investissements pour mieux anticiper d'éventuelles crises à venir. Nous sommes très pessimistes au sujet de l'année 2025, et donc il faut s'y préparer, et on espère pouvoir communiquer et surtout convaincre le gouvernement sur ce constat. Parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas s'accorder sur ce qui arrive. En espérant que vous allez être entendu. Merci Steve Amblin d'avoir accepté notre invitation ce soir. On parle maintenant du côté de New York. En marge des interventions à la 4e commission de l'ONU, les élus polynésiens ont enchaîné les rencontres avec au cœur des échanges la décolonisation. Emma Mathieu nous en dit plus. Les enjeux de l'ONU pour la Polynésie ne se limitent pas à la 4e commission chargée de la décolonisation. Au mois de septembre, ce sont les grands leaders du monde entier qui viennent faire des discours, puis après, c'est au tour justement des dirigeants du Pacifique, etc., de se retrouver et de discuter. C'est le contexte justement de l'ONU qui permet ces rencontres bilatérales, multilatérales, et l'ONU sert à ça. Contacté, Moetai Broderson n'a pas souhaité nous détailler l'issue de ces rencontres avec les différents ambassadeurs. Mais d'après la dizaine de communiqués de presse que nous avons reçus, pas encore de partenariat ou de projet concrétisé. Les discussions se sont principalement concentrées sur la décolonisation avec certains des pays membres du C24, comité dédié à cette question. La paix dans le Pacifique et les enjeux environnementaux de la région ont également été au cœur des échanges. Les autonomistes, eux, ont continué de propager leur vision à New York. La délégation a multiplié les rencontres diplomatiques. La présidente du C24, les ambassadeurs et représentants de Samoa, de Tonga, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de la France. Objectif, contrebalancer les propos tenus par les indépendantistes. Certains rendez-vous, c'est nous qui les avions sollicités, et d'autres, en fait, ce sont les ambassadeurs qui ont cherché à nous contacter suite à notre intervention d'hier et qui découvraient, en fonction de ce qu'on leur racontait, justement, une autre version. Et c'était très appréciable parce que, justement, ils nous disaient les uns comme les autres que ça leur permettait d'avoir une vision beaucoup plus globale, non pas seulement une vision unique qui leur était transmise par les indépendantistes, parce que les indépendantistes font aussi beaucoup de lobbying ici à New York. Une rencontre n'aura pas eu lieu à New York, celle que demandait Moetai Broderson sur l'autodétermination, pour laquelle il voulait réunir autour de lui le président de l'Assemblée, un représentant de l'opposition et l'ambassadeur de France.
Retour à Tahiti, où la santé des Polynésiens face aux maladies sera décryptée dès demain et pendant 2 jours à l'Université de Polynésie. Chercheurs, médecins et autres spécialistes se réunissent à l'occasion d'un colloque. Parmi les nombreuses thématiques abordées, il sera question de la médecine traditionnelle à l'époque contemporaine et notamment lors de la pandémie de Covid. Petit avant-goût avec Thomas Chabrol et Hiriho Teariki. Présente avant même l'arrivée des premiers Européens, la médecine traditionnelle est profondément ancrée dans l'ADN polynésien. Une population qui, comme beaucoup d'autres, a été confrontée dans son histoire à des maladies et des épidémies. Tirer des enseignements du passé pour mieux comprendre le présent, c'est le but de ce colloque. On a voulu justement essayer d'élargir un peu nos horizons dans le temps et d'avoir en quelque sorte un transect entre les populations pré-européennes, savoir quelles étaient autrefois les maladies auxquelles les Polynésiens étaient confrontés, jusqu'à aujourd'hui en 2024, comment ces populations font face à des épidémies telles que le Covid-19. Dans le passé, les guérisseurs, les taoua, utilisaient des plantes comme remède, un savoir-faire de plus en plus pris en considération par la médecine conventionnelle. On a des informations ethnographiques, on a encore des traditions orales, et puis aujourd'hui on a aussi des enquêtes ethnobotaniques, ethnopharmacologiques. Donc on aura l'occasion d'entendre au cours de ce colloque un de nos collègues qui a travaillé sur ces remèdes traditionnels, qui a fait des enquêtes auprès des spécialistes, et on arrive comme ça à recomprendre un peu mieux les recettes médicinales. Pendant 2 jours, la communauté scientifique de l'université restituera les conclusions des travaux menés depuis 2 ans. Durant ce colloque, il sera bien entendu question de la pandémie de Covid-19 et de l'hésitation face au vaccin. En plein cœur de la crise sanitaire, les soins traditionnels et la médecine conventionnelle ont été associés, mais ils ont aussi été source de conflits, notamment lors des campagnes de vaccination. C'est cette proposition préventive qui a aussi cristallisé les enjeux. Du point de vue d'un usager, d'un patient, se faire vacciner, ça peut être perçu comme un acte invasif, ce qui n'est pas forcément le cas du fait de prendre un remède. Ce que nous, on voit en sociologie, c'est qu'on mobilise ses croyances pour légitimer une pratique, une peur, etc. Donc il ne faudrait pas non plus penser que les gens se fient qu'à leurs croyances, à des superstitions. Non, c'est aussi des peurs qui sont rationnelles face à un acte invasif. Et après, on va convoquer nos croyances pour justifier le fait qu'on ne veuille pas se faire vacciner ou qu'on le souhaite au contraire. Comment intégrer les savoirs traditionnels dans le panel thérapeutique de la médecine contemporaine ? À l'issue du colloque, une table ronde sera organisée pour que ces 2 années de recherche débouchent sur des propositions concrètes au service des politiques de santé publique. Puis ce fait divers dont les images ont heurté ceux qui les ont vus, celle d'une baleine dont la mâchoire a été arrachée, probablement lors d'une collision avec un gros navire. Des moyens importants ont été déployés pour déplacer la dépouille du cétacé au large de Faa'a. Les autorités appellent les pêcheurs et les plongeurs à vigilance après cet événement qui a révolté les défenseurs de ces mammifères marins. Laure Philibert, Meriteato. C'est un club de plongée qui a fait le signalement. Une baleine de 3-4 ans a été aperçue blessée hier matin au large de Faa'a. Très rapidement, un groupe d'intervention composé de la direction de l'environnement, du réseau des gardiens de l'océan, de Mata Tohora et d'Olivier Bretemieux prend la décision d'intervenir. Elle est l'avant du rostre, de la maxillaire qui a été arrachée, plus une fracture d'avant-mandibule à gauche. Elle ne pouvait pas s'en sortir. Ah non, elle a été condamnée. Avec une fracture du sinus, de l'os nasal, qui fait qu'elle perdait de l'étanchéité dans sa respiration. La procédure d'urgence a été mise en place. On a contacté, avec la DIREN, on a décidé de contacter la gendarmerie pour pouvoir faire un périmètre de sécurité et ensuite voir les différentes possibilités pour pouvoir gérer l'animal. Mais sauf que le temps de mettre tout ça en place, l'animal est décédé entre-temps. La veille, Isabelle, plongeuse, avait eu l'occasion de nager avec l'animal, alors en bonne santé. Ça nous a tous peiné d'apprendre cette nouvelle hier, quand la DIREN nous a dit que la fameuse Coco, parce qu'elle a été surnommée Coco à Moorea, la fameuse Coco s'était pris probablement un gros bateau, genre ferry ou paquebot. Elle avait une personnalité vraiment unique et très attachante. Je pense que toutes les personnes qui ont croisé son regard, qui l'ont croisé dans leur vie, ils s'en souviendront. Après une cérémonie pour rendre hommage à l'animal hier après-midi, sa carcasse a été emmenée au large. Les autorités appellent les plongeurs et pêcheurs à la plus grande vigilance en raison d'un afflux important de requins à Faa'a et Punaauia. Le choc est violent.
L'impact qui en résulte est horrible. Et on ne peut pas laisser ça sous silence. Si aucune enquête n'est faite sur cette baleine espèce protégée dans un sanctuaire, nous porterons plainte en collaboration avec Sea Shepherd France qui nous soutient. Le JRCC appelle également à la prudence compte tenu du potentiel obstacle que peut représenter le cétacé semi-immergé. Et malgré la grisaille, du monde était au rendez-vous ce matin pour l'ouverture de la 30e édition de la Foire d'octobre. 180 exposants se partagent les pavillons dédiés au Made in Fénois, à l'habitat et au shopping. Cette année, le terroir s'invite sous un chapiteau de 30 mètres carrés situé à l'ouest du site. Les croisiéristes sont attendus sur l'événement grâce à des navettes mises en place pour la première fois. Vous avez jusqu'à dimanche 18h pour y faire un tour. Un mois d'octobre chargé d'événements. À partir de demain, la Maison de la Culture Tefare Tawhiti Nui vous attend pour la 2e édition du festival Parotiama. Durant 4 jours, c'est une immersion dans les langues autochtones polynésiennes qui vous sera proposée à travers des ateliers, des animations et des conférences culturelles. Plus de détails sur le programme avec notre 2e invité, Hiti Hiti Hiro, responsable des activités permanentes du TFTN, Yaurana. Alors une 2e édition qui débute demain et qui se termine dimanche, ouverte à tous. À quoi doit-on s'attendre du côté de Toata? Alors le festival Parotiama se passe au sein même de la Maison de la Culture. Tous les espaces sont occupés par ce festival. On propose en fait plusieurs animations tout au long de ces 4 jours, ce qui totalise un nombre de près de 200 animations qui seront donc guidées par des personnes ressources qui maîtrisent le réo. Donc, il s'agit pour les visiteurs on les invite à se plonger dans une expérience momentanée où ils vont expérimenter la langue. C'est aussi une manière de continuer à faire vivre ces langues, à continuer à les faire exister. Alors, les langues existent. Elles existent. Ce festival, en fait, les célèbre. Les valorise, les rend on souhaite vraiment que voilà, chacune des langues puisse être entendue ou vue au moins une fois par des visiteurs, ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent et qui souhaitent expérimenter un moment linguistique. Alors on a vu un programme riche et diversifié. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelques temps forts tout de même? Absolument. Alors l'année dernière, on avait proposé les animations toujours. On a souhaité au sein de ce festival créer, ça correspond au principe, au concept même de Parotiama, inscrire un concours au sein de ce festival. Donc ce concours est maintenu pour cette année. On a plus de 50 participations, ce qui représente à peu près 30 candidatures. Donc il y a ce concours qui va se dérouler à partir de demain et vendredi, et il y aura une remise des prix samedi. Et à cela s'ajoute également, dans le cadre de la célébration des 80 ans de Henri Hiro, la pièce Itai, donc qui va se produire pour les scolaires le jeudi et le vendredi après-midi. Et il y aura également une représentation publique le samedi soir. Merci Hiti Hiro pour ces détails. Et TNTV suivra bien sûr cet événement sur place. Merci à vous. Rendez-vous donné donc à partir de demain et jusqu'à dimanche au Tefare Tawhiti Nui du côté de Toata. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, votre magazine de 0 à 100 km/h, suivi d'un nouvel épisode de votre série des chefs et des îles du côté de Moorea. Puis enchaîner avec votre série du mercredi. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.